Convenu, un mot de Jean-Paul Delevoye, alors pas tellement pour vous interroger sur votre supposée nostalgie du gaullisme, mais plutôt pour rebondir sur la mise en cause pertinente, judicieuse de Loïc Blondiot. À qui parlez-vous? Et Loïc Blondiot disait, moi, si j'étais ouvrier de Florange, il y a ma foi un fait divers tragique qui s'est passé hier à Nantes. Quelqu'un qui s'immole par le feu devant une agence de Pôle emploi. Comment parlez-vous à ces gens-là? Moi, j'ai très intéressé par des différentes interventions. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas une nostalgie de la verticalité, car je suis convaincu que nous rentrons dans une société horizontale, ce qui pose un problème fondamental. Dans une société verticale, on contrôle. Dans une société horizontale, on régule. C'est pas du tout la même... Et ça renverse complètement la culture même du pouvoir. J'ai bien aimé Madame Sylvia Fleury et Thierry Pêche, parce qu'effectivement, je partage votre avis sur le regard sur la mondialisation. J'ai été très frappé par une discussion que j'avais eue avec des grands dirigeants américains, qui m'avait dit, nous, on était convaincus que notre modèle était le modèle mondial, performance économique, performance culturelle, performance militaire, performance... Mais quand on voit aujourd'hui la douleur de certains de nos étudiants, etc., est-ce que vous, les Français, vous n'avez pas raison? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la question que vous posez, et qui est difficile parce qu'elle est posée à tous les conseils de développement, est-ce que le modèle qu'on nous impose, qui apparaît comme un modèle dominant, donc non contestable, comment éventuellement le contester parce qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur? Mais ça veut dire, est-ce qu'on est au clair dans l'alternative? J'en suis pas sûr. Quel est le type de projet de société dans lequel on veut vivre? Est-ce que ce sont les outils de socialisation qui sont prioritaires? Si le travail marchand n'est pas offert à tous, est-ce que l'activité non marchande est un enjeu de socialisation? Un vrai débat. Et donc on voit bien d'ailleurs tous les débats sur l'économie sociale et solidaire qui est contestée par l'économie, etc. La seconde, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la structure familiale que vous évoquez est encore un élément de socialisation? Oui, non, comment? Et je vois bien que la proximité que vous évoquez, est-ce que c'est un réflexe parce que l'aventure collective est dangereuse ou au contraire, c'est un réflexe de confiance parce que je connais celui alors que je ne connais plus? Et comme on a un recul de croyances individuelles et d'espérances individuelles, je suis très impressionné par la capacité qu'ont un certain nombre de personnes de se livrer pieds et mains à des bonimenteurs et à des marchands d'illusions parce qu'il y a une désillusion offerte par l'offre politique. Et l'offre politique est aujourd'hui plus une offre de stratégie de pouvoir qu'une offre de partage de convictions. Donc il y a toute une série de questions qui, moi, m'interpellent dans tous les débats que vous avez évoqués et qui m'intéressent parce que l'on voit bien que la résilience est extrêmement différente. On a rendu, puisque vous parliez de ça hier, un avis sur le suicide et donc sur les risques psychosociaux et sur la fragilité individuelle, qui est un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup réfléchi. Il y a 10 000 tentatives de suicide en France, il y a 200 000 tentatives de suicide. La vraie question, c'est qu'on s'aperçoit que selon les cultures, la culture africaine, par exemple, offre une résistance individuelle plus forte par les réseaux de proximité. Est-ce que c'est une culture qui est différente de la nôtre? Je n'en sais rien. Et le vrai sujet sur faire vivre ensemble des personnes hétérogènes et retrouver un modèle de société, de vivre ensemble sur un territoire donné, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. La dernière interpellation qui reflète dans toutes vos discussions, c'est est-ce que c'est la fin des États? Est-ce que c'est la montée des territoires? C'est un sujet mondial. Et la société aujourd'hui n'a plus rien à voir. On a un regard sur une société rurale alors que demain c'est la société urbaine. On avait un regard sur une société où chacun avait un travail dans des grands emplois industriels. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour tous. C'est un sujet dans lequel les phénomènes de solidarité et d'hétérogénéité et de diversité sont en train de poser la question de la diversité culturelle et de l'altérité. C'est des sujets qu'on n'a pas du tout évoqués. Et donc là, il y a des questions politiques fortes dans lesquelles le système a tendance à apporter des réponses conventionnelles, quand je crois que les questions qu'évoquaient les uns et les autres, Loïc Blondiot, Dominique Carton, Thierry Pêche, etc., c'est de dire comment contester ce qui est une pensée dominante, parce que ce n'est pas parce qu'elle est dominante et habituelle qu'elle est forcément pertinente. J'espère que la salle est solidaire de ma perplexité. Vous avez vu la richesse des interpellations, le nombre de pistes sur lesquelles nous pourrions partir, alors qu'il nous reste une demi-heure de débat entre nous et 1 heure au total si l'on inclut la discussion avec la salle. Donc je vais proposer que nous abordions un thème qui est revenu dans
dans la plupart de vos propos que vient également d'évoquer Jean-Paul Delevoye et qui correspond bien, ma foi, à la vocation des conseils de développement, c'est la place du local, l'importance de la proximité. Nous avons entendu Dominique Cardon, le premier à s'exprimer, qui dit oui, il y a une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est éloigné, mais en même temps, il y a une vraie confiance dans le local et le local comme capacité, comme lieu possible de résilience des sociétés. J'ai entendu Thierry Pêche avec son propos qui mérite, à mon avis, d'être creusé sur le lien entre action territoriale et légitimité démocratique. Et on a des exemples, enfin un exemple brûlant en tout cas, ici sur cette question. Ce que disait Cynthia Fleury sur le rapport entre le nous et le je. Et on pourrait développer. Donc j'aimerais bien que nous abordions assez rapidement cette question et que dans un deuxième temps, on vienne sur le point qu'a abordé Olivier Mongin sur la question de la métropole, de la métropolisation. Et là-dessus, d'ailleurs, j'aimerais bien écouter aussi Gilles Retière qui a, en tant que président de Nantes Métropole, forcément un point de vue là-dessus. Donc, les choses vont se passer de manière assez directe, vous rebondissez les uns sur les autres, mais je propose que ce soit Thierry Pêche qui ouvre le propos en revenant sur ce qu'il disait et en approfondissant un petit peu la question du lien entre les difficultés de l'action territoriale et la question de la légitimité démocratique locale. Thierry Pêche. Bon, alors, j'improvise un peu quand même. Oui, on est là pour ça. D'accord. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe en France, c'est l'efficacité très relative, pour rester charitable, de l'action publique territoriale. Alors que ça fait à peu près maintenant 35 ans qu'on décentralise à tour de bras. Vous pouvez donner des exemples ? Oui, le budget de l'Alsace, de la région Alsace, c'est 700 millions d'euros. Le budget du land voisin Baden-Württemberg, c'est 37 milliards d'euros. Voilà un exemple. Il est petit, bon, alors évidemment, c'est pas les mêmes populations, on peut corriger, mais voilà, corrigez tous les biais que vous voulez, à la fin, vous avez un nain politique. Mais donc là, c'est pas une faiblesse de l'action, c'est une faiblesse des moyens. Oui, mais et la faiblesse des moyens explique peut-être la faiblesse des résultats. À la fin, ça fait une faiblesse de l'action publique. C'est un sophisme. Il y a un moment où la dispersion des moyens organise la paralysie de l'action publique. Si vous dispersez, vous saupoudrez sans cesse des moyens sur une multitude de petits chefs, de petits barons, de petits ceci, de petits cela, vous n'avez pas une grande politique. Vous avez X fois une petite politique. C'est ça le problème quand même. Bon. Alors que je suis convaincu que, si vous voulez, moi je me reconnais pas tellement dans le discours de Jean-Paul Delevoye, sauf ce qu'il dit à la fin, qui me semble être la vraie, bonne, grande question des années qui viennent. C'est-à-dire, on va être dans une phase de faible croissance durable. C'est quoi une politique, une bonne politique, dans un contexte comme celui-ci? C'est ça la grande interrogation politique qui peut faire bouger, qui peut bouleverser le paradigme politique dominant aujourd'hui. Parce que le paradigme politique dominant aujourd'hui, ça consiste à nous dire on va passer un mauvais moment, mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, dans 2 ans, dans 3 ans, tout revient à la normale. Et la normale, c'est quoi? C'est en gros le truc qu'on n'a pas vécu depuis 30 ans, c'est-à-dire c'est les 30 glorieuses. Bon. Et à ce moment-là, on redistribuera du revenu, etc., et tout ira mieux. Économiquement, c'est pas vraisemblable. Il faut le dire. Et d'ailleurs, quand on dit autre chose, les gens ne vous croient pas. Ils ne vous entendent pas, ça n'est pas vraisemblable. Bon. Donc cette question, je reviens au sujet du local, il me semble qu'au niveau local, elle peut trouver des réponses intéressantes. Par exemple, ce qui pèse sur le budget des ménages aujourd'hui, beaucoup plus des ménages français que des ménages allemands, c'est les dépenses contraintes du logement et de l'énergie. Alors, vous comparez le logement en Allemagne, en gros, c'est 3 fois moins en coût d'achat qu'en France. Et pour ce qui est du loyer, c'est 1,5 fois moins, quelque chose comme ça. C'est aussi parce que la population allemande n'augmente pas.
Non, alors je crois que ça, c'est une vision un peu mécaniste du problème. Il y a aussi des dispositifs comme le miroir des loyers, etc. Enfin, j'entre pas dans cette discussion. Il y a une vraie pression sur le budget des ménages du poste logement de l'immobilier qui correspond à une distribution des rentes. Hein, parce que, évidemment, ça profite à des gens qui sont propriétaires, cette affaire. Bien. Au niveau local, on peut construire si on a des sous. Hein. On peut libérer du foncier si on a les bonnes lois pour ça. On peut faire grandir les immeubles dans les villes au lieu de faire de l'extension urbaine. On peut faire un certain nombre de choses qui vont affecter assez rapidement le budget logement des ménages. Bon, ça, c'est une bonne politique de redistribution de revenus sans avoir à dire on va augmenter vos salaires, etc., ce qu'on ne va pas faire. C'est une manière de redonner du pouvoir d'achat à des ménages qui sont sous la contrainte. Donc il y a des choses qui peuvent se faire au niveau local. Mais moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, enfin je durcis le propos à dessein parce qu'on est dans un débat vivant, et voilà, c'est que l'action publique territoriale soit si faible, si dispersée. C'est quand même ça. Je suis plutôt un homme de gauche, c'est public, tout le monde le sait, mais il y a une mesure que la droite avait prise qui ne me paraissait pas stupide, qui était... ça va peut-être faire débat avec les élus territoriaux ici, mais qui était de mettre fin à ce qu'on appelle la clause de compétence générale des collectivités territoriales. Cette clause de compétence générale, elle veut que n'importe quelle collectivité territoriale puisse se saisir de n'importe quel problème. Bon, ben à la fin, ça disperse les énergies et ça n'impute pas des responsabilités publiques claires aux collectivités. Et il me semble que ce n'est pas un bon calcul. Eh bien, le débat est bien lancé. Je donne la parole à Loïc Blondiot, après Gilles Retière qui bout d'impatience visiblement. Deux remarques. Il faut dire aussi en réponse à ce que disait Thierry, qu'il y a local et local. Il n'y a pas une démocratie naturelle ou immanente du local. Le local, les formes de relations politiques qu'on peut trouver à l'échelle d'une municipalité peuvent être aussi verticales, aussi autoritaires, aussi personnalisées, aussi peu démocratiques qu'au niveau national. Et de ce point de vue-là, il faut toujours se méfier quand les élus disent nous avons une proximité au terrain qui, ipso facto, nous rend capables de, en nous-mêmes, intérioriser toutes les voies différentes de cette société locale. Non, il faut se méfier de ça. L'un des problèmes de la politique à l'échelle locale, c'est la multiplication, ça tu l'as dit, des veto players, c'est-à-dire des gens qui sont capables, effectivement, d'arrêter le processus d'action publique, multiplication des baronnies et absence, finalement, de débat public à l'échelle de vrais débats publics ou de procédures de délibération à l'échelle de l'agglomération. Deuxième remarque que je voulais faire. Si on n'est pas convaincu que la mise en place de dispositifs de participation avec le public et de débat public renforce l'efficacité de l'action publique, si on dissocie la question de la légitimité de la question de l'efficacité, à ce moment-là, il faut renoncer totalement à la participation et revenir à des administrations d'état-major de type gaullien, où vous avez trois politiques avec quelques experts et grands élus qui décident finalement au nom de l'intérêt au nom de l'intérêt supérieur, au nom de l'intérêt général, de ce qu'il faut faire en matière de choix, et en particulier de choix d'infrastructure. Moi, je crois au contraire qu'il y a un lien très très fort entre la participation, la délibération, le caractère inclusif de la délibération et la légitimité politique et l'efficacité de l'action publique. Alors, il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions pour ça. C'est qu'il faut qu'on s'entende sur les cadres de la délibération, qu'il soit clair, que le débat public puisse susciter une certaine confiance dans le fait que ce qui sera produit par le débat pourra avoir une influence sur la décision. Aujourd'hui, c'est l'opacité de ce processus de délibération préalable à la décision. C'est la multiplicité des lieux où on discute de la décision qui empêche finalement que ce processus viennent renforcer et renforcer en particulier l'acceptation sociale de la décision. Il faut qu'il y ait des cadres clairs. Ça me paraît tout à fait évident. Et le cas, alors, on en a un peu parlé jusqu'à maintenant, le cas de Notre-Dame-des-Landes est tout à fait caractéristique de ce point de vue-là. Il y a bien eu un débat public, il y a 10 ans, un débat où tous les points de vue ont pu s'exprimer, y compris les opposants. Simplement, la décision a lieu 10 ans après, ou en tout cas, et 10 ans après, le débat public ne tient
détient plus la décision. Il ne peut plus contribuer à légitimer la décision parce que celle-ci a suivi un cheminement infiniment trop complexe et trop long pour qu'on puisse connecter la délibération démocratique et le choix final. Gilles Rothière entendait réagir à l'interpellation de Thierry Pêche. Bon, si c'est pour me faire parler sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je ne mords pas à l'hameçon. Je ne mords pas à l'hameçon. Enfin bon, le débat, il n'a pas été correctement posé ces derniers temps. Attendez que le débat soit à nouveau bien reposé. Et essayons de mettre plus de raison que de passion. Moi, je suis un élu local. Je suis les pieds sur le trottoir. Et moi, ce que l'on cherche à faire, c'est une ville polycentrique, je dirais, à toutes les échelles. À savoir, dans des communes moyennes, recréer des lieux de vie à des échelles de quartiers, voire même de petits quartiers. Parce que la société se délite dans ses relations sociales. Moi, je veux bien croire que les enfants vivent à côté des parents, mais c'est de moins en moins vrai. On a des personnes âgées qui ont perdu leurs enfants et qui sont là, et qui sont en recherche de rapports humains, de rapports de solidarité, d'échange, simplement de reconnaissance. Et donc moi, j'ai structuré sur ma commune et aussi sur la communauté urbaine ces formes d'urbanisation qui font qu'on ait un peu tout à portée de main dans un espace assez réduit, de façon à ce que les habitants de ce quartier se connaissent, se reconnaissent, se parlent, échangent, aient des moments de vie sociale ensemble. Parce que pour moi, la grande crainte de l'évolution de nos villes, c'est l'anonymat dans une société où on est perdu. Certains s'y retrouvent peut-être très très bien, mais je crois que la plupart de nos concitoyens ont besoin d'avoir ce contact, je dirais, ce contact humain est presque charnel, enfin, cette possibilité de discuter. Moi, je suis un peu perplexe devant les communications par les réseaux sociaux, parce que on n'a pas forcément la personne en face et on communique à l'autre bout de la planète sur des sujets, je ne sais pas si on les connaît bien finalement. Je crois que il ne faut pas rester dans sa bulle et il faut rencontrer son voisin. C'est ce que je voudrais dire en premier. Et donc, cette construction d'une ville polycentrique à la petite échelle, à la grande échelle de l'agglomération, à l'échelle de l'Ouest pour nous, c'est une nécessité pour que l'on retrouve cette force humaine. Je le disais tout à l'heure, nous sommes ici sur un territoire où nous sommes capables de nous parler, même si on a des options politiques différentes, si on a des compétences, des interventions économiques différentes, si on a des rapports sociaux différents, on est capable, ensemble, de se dire, pour le devenir de la vie sociale dans notre agglomération, il faut qu'on réussisse ça ensemble. Et bien ça, moi, je crois que c'est fort. Enfin, moi, je crois ça. Donc, maintenant, vous me parlez de métropole. Alors, bon, j'étais hier. Peut-être sur la question de la métropole, je propose qu'on y revienne dans un deuxième temps. Comme vous voulez. Merci. Peut-être une réponse rapide, une intervention rapide, Dominique Cardon, au scepticisme exprimé par Gilles Rothière sur les réseaux sociaux. Après quoi, je vais passer la parole à Cynthia Fleury et à Jean Viard qui l'ont demandé. Très vite pour vous rassurer, et vraiment toutes les enquêtes montrent que plus on discute sur les dits réseaux sociaux, plus ceux avec qui on discute sont des gens qu'on rencontre dans la vie réelle. Si vous avez 100 amis sur Facebook, vous discutez avec 10 personnes. Ces 10 personnes, c'est les gens que vous croisez dans la vie réelle. Le numérique est encastré dans les vies quotidiennes. Je pense que ça fait partie de ces représentations qu'on se fait du numérique comme étant une sorte de virtualisation dans l'altérité. Je peux dire un mot de réflexion sur le réseau, bien sûr, comme la nouvelle forme du local. Alors, je m'excuse, je vais être très général, mais je pense que
ce que précisément l'Internet, le numérique fait voir de ce que l'on ne voit pas quand on le regarde, je crois, trop verticalement depuis les instances et les institutions des transformations de la société, ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est, je crois, un changement, alors je vais le dire avec un peu de jargon, mais c'était ce que disait Loïc Blondiot tout à l'heure, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas reverticaliser ou repenser verticalement les attentes démocratiques des citoyens, mais c'est qu'il faut éviter aussi de vouloir les resubstantialiser, c'est-à-dire de vouloir redonner du projet et du contenu de façon très forte, depuis le haut en tout cas. Et moi, ce qui me semble et ce qui m'intrigue, hein, et je crois que c'est à la fois un facteur assez positif et en même temps qui présente des signaux d'alerte assez forts, c'est que dans les nouvelles attentes militantes, politiques, démocratiques qu'on peut observer et qui se sont beaucoup exprimées sur Internet, je pense aux altermondialistes, je pense aux indignés, je pense au mouvement des Occupy, je pense aux Anonymous, c'est à la fois une radicalisation d'une forme de l'individualisation de ce critical citizen qui apparaît, c'est-à-dire un citoyen réflexif, qui n'attend pas qu'on lui donne les sujets sur lesquels il doit réfléchir, qui ne s'inscrit pas dans des organisations et des institutions moi je suis très frappé, par exemple les mouvements altermondialistes que j'ai beaucoup étudiés, on participait à une réunion, une assemblée, et on disait de quelle association, groupe, collectif on appartenait. Alors des fois le groupe et le collectif étaient beaucoup plus fragile qu'un syndicat ou une association bien reconnue, mais on avait quelques badges à montrer. Aujourd'hui, dans une assemblée d'indignés, si on dit j'appartiens à tel syndicat, mouvement, collectif, on dit non, tu es toi. Hein. Et donc il y a un renforcement de l'idée que c'est d'abord l'autonomie de l'individu qui est en jeu dans la mise en expression de ses attentes et de la mise en réseau qui est constituée. Et ce qui est à côté de ça, qui est fascinant, c'est donc qu'on n'a plus de projet politique commun qui soit porté par une instance, une représentation, un porte-parole, mais qu'on a la volonté de fabriquer par ces individualités quelque chose qui serait non pas de l'intérêt général, mais du commun. Et le fait que nous reprenions le terme commun ici, qui nous vient vraiment des cultures coopératives de l'Internet, et à mon avis très, très significatif de la diffusion de ce thème. Et l'attention principale, elle est faite aux procédures démocratiques, qui font que chacun va être attentif au droit à la parole de chacun, à la manière dont les arguments vont être échangés, à la manière dont les compromis vont pouvoir être formés, à la manière dont le dissensus va pouvoir être exprimé et retraduit dans les décisions collectives. Et ces attentions procédurales, elles sont constantes dans toutes les formes d'engagement militant, collectif, citoyen, qui font des formes réseau aujourd'hui. Peut-être, là j'étais un peu général pour donner un exemple, je pense que Réseau Éducation Sans Frontières est pour moi le modèle typique de ça. Hein. C'est à la fois de l'hyperlocal, c'est des parents qui ont été concernés parce que les copains de leurs enfants vont être conduits à la frontière. C'est très local et en même temps, il n'y a pas de porte-parole, il y a certes une organisation, la CIMAD, qui soutient beaucoup, mais c'est des individus collectifs avec des experts qui vont se mobiliser. Une grande partie des formes d'action passent par Internet et beaucoup d'actions locales, de discussions, etc. Et c'est ces nouvelles formes-là qui, je crois, montrent bien des sortes de mise en émergence par le bas, de causes collectives, dans lesquelles c'est les formes de coordination qui ont pris place grâce avec le soutien des outils numériques et surtout en s'appuyant sur cette transformation d'une autonomie des formes d'engagement de la part des individus.